Merci à tous d'être là et merci à Civitas d'avoir organisé cette première université d'été. Dans cette conférence, je vais donc partager avec vous quelques travaux et quelques recherches concernant le sens philosophique, voire même spirituel ou surnaturel du principe de liberté qui est inscrit au cœur de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Avant de commencer, je voulais vous rappeler un fait d'actualité dont vous avez peut-être entendu parler, qui est assez récent et qui illustre justement l'importance de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789 dans notre société actuelle. Cédric Héroux est un agriculteur dans la région niçoise qui a transporté environ 200 migrants dans sa camionnette et qui les a aidés à s'installer dans des camps de fortune qu'il a lui-même érigés avec quelques complices. Le tribunal de Nice l'a condamné en première instance. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un verdict encore plus sévère en deuxième instance. Cédric Héroux a donc crié au racisme d'État et s'est pourvu en cassation. Au cours de cette instance, la défense de Cédric Héroux a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. Une question prioritaire de constitutionnalité, c'est une question adressée par une personne qui est lors d'un procès, qui s'estime lésé dans ses droits fondamentaux, qui interrompt une instance pour justement demander au Conseil constitutionnel son interprétation d'une loi française, parce que cette loi est considérée comme justement allant à l'encontre de ses droits fondamentaux. Donc il demande protection au Conseil constitutionnel. Cette question prioritaire de constitutionnalité est très intéressante et elle aura des conséquences assez qui vont dans le sens de l'idéologie dominante actuelle dans notre société que j'aimerais vous exposer rapidement. C'était une question en deux parties. La défense de Cédric Héroux a relevé, premièrement, une contradiction entre deux articles du Code de séjour des étrangers. L'article 622.1 dispose que, je vous le cite, une peine est prévue de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende pour toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Il faut que je précise que depuis le 2 janvier 2013, cet article, donc, qui était à l'origine dans une loi, a été modifié pour admettre des exemptions de peine envers certaines personnes, et c'est l'objet de l'article 622.4. Et donc, cette condamnation pénale ne s'applique pas à toute personne qui aura aidé un étranger sur le territoire français de manière sans contrepartie aucune, c'est-à-dire qu'il s'agira d'un geste humanitaire. Et donc, cette aide prend plusieurs formes. Depuis la modification du 2 janvier 2013, il peut s'agir de conseils juridiques, d'hébergement, de restauration, de fournitures vestimentaires, bref. Alors que dans la loi originale, dans l'article qui date de 2005, qui faisait partie d'une loi, eh bien, l'aide qu'un citoyen français pouvait fournir à un étranger devait strictement se limiter à ses besoins fondamentaux lorsque cette aide était nécessaire à la sauvegarde de sa vie en cas de danger imminent. Et ces besoins, ces moyens devaient être proportionnés à la situation d'urgence. Donc on voit déjà que la législation s'est considérablement relâchée pour favoriser l'accueil et l'entrée des étrangers en France. Or, la défense de Cédric Héroux nous dit ceci. Il y a une contradiction entre l'article 622.1 qui prévoit une peine d'emprisonnement pour toute personne qui n'entrera pas dans ces exemptions prévues par l'article 622.4. Et l'article 622.4 permet d'aider des étrangers dans leur hébergement, leur restauration. Or, comment peut-on aider des étrangers dans leur hébergement et leur restauration si on n'a pas le droit de faciliter leur circulation sur le territoire français? C'est absolument illogique, nous dit la défense de Cédric Héroux. Et il soulève une deuxième, dans cette même question de constitutionnalité, en fait il y en avait deux, ce qui était inhabituel, il soulève un deuxième point, et ce deuxième point s'appuie sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et particulièrement, deux articles sont invoqués, l'article 8 puis l'article 6. Je vous les rappelle. Article 8. La loi doit établir que les peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. La loi ne peut pas entrer en contradiction avec les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pourquoi? Parce que cette déclaration a valeur constitutionnelle. Elle fait partie du bloc de constitutionnalité notamment avec le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2014. Et dans la pyramide des normes, ce que l'on qualifie comme telle, la Constitution est supérieure à la loi. Donc la loi doit se plier à la Constitution. Donc, d'après la DDCH, la loi doit réprimer un citoyen uniquement lorsque celui-ci a commis un crime qui contrevient au principe de la société, donc qui constitue une menace. Or, la loi ne peut pas punir un citoyen qui exerce une vertu républicaine, à savoir ici la fraternité, qui est d'ailleurs inscrite dans la devise de la République française. Et il est également dit dans le préambule de la DDCH que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et cette phrase a vocation universelle, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, comme je vais vous le montrer dans cette conférence. Donc le passeur de migrants œuvrait, d'après cette logique républicaine, pour que les étrangers soient égaux en dignité et en droit à tous les autres hommes. Et dans cet esprit républicain, la loi ne peut donc pas réprimer un geste de solidarité. C'est pourquoi le délit de solidarité a été aboli. Et les articles 621 et 622.4 du Code de séjour, donc qui sont simplement dans la législation française, contreviennent à ces principes fondamentaux, à ces droits fondamentaux républicains, parce qu'ils condamneraient le principe de fraternité. Donc le Conseil constitutionnel a donné raison à la défense de Cédric Herrou en vertu de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le 6 juillet 2018, il a consacré le principe de fraternité. C'est donc un principe qui est constitutionnel au-dessus de la loi. Et dès le 1er décembre 2018, ne pourra plus être condamnée toute personne qui facilite sans contrepartie, c'est-à-dire de manière humanitaire, la circulation des étrangers sur le sol français, ce qui ouvre une grande brèche. Donc ce fait d'actualité est essentiel, et on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, parce qu'il nous montre que la portée de la DDCH aujourd'hui, son esprit et forcément les conséquences directes dans notre société. Et évidemment, il faut analyser l'esprit de la loi pour comprendre l'esprit de la société, je pense. Donc avant d'analyser plus profondément l'esprit du texte, je vous propose un rapide résumé des circonstances dans lesquelles l'Assemblée constituante de 1789 a élaboré et rédigé la Déclaration des droits de l'homme. Nous verrons ensuite de quelle manière les révolutionnaires ont conçu la trame du document que nous connaissons aujourd'hui et quelle était vraiment la volonté de ces républicains qui affirmaient vouloir régénérer la société. Ensuite, il faut savoir que tout cela a provoqué une perversion de l'ordre naturel, donc j'expliquerai rapidement ce dont il s'agit et ce qu'était cet ordre naturel, et forcément pourquoi le caractère universel de la Déclaration des droits de l'homme mène à la conception d'une liberté, de facto, au sens religieux du terme, qui consacre l'homme, les droits de l'homme, à la place des droits de Dieu. Donc, la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, le 1er juillet 1789, l'Assemblée constituante se réunit en 30 bureaux composés chacun de 40 membres et délibère pour savoir en priorité s'il faut s'atteler à la rédaction d'une constitution ou s'il faut d'abord rédiger cette déclaration des droits dont on parle déjà depuis plusieurs années et dont des moutures ont déjà été rédigées par exemple par le marquis de Lafayette qui a été aux États-Unis parce qu'il y a une influence américaine dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme. Alors, les débats s'enlisent, l'Assemblée ne trouve pas un accord et un comité de 8 membres est constitué dans un premier temps. À partir des cahiers de doléances, il est chargé de rédiger une version de la déclaration à partir de laquelle les débats auront lieu. Or, aucun accord n'est trouvé à partir de cette mouture. Donc, on prend l'initiative, du coup, chacun des 30 bureaux doit rédiger chacun sa constitution. Pareil, on n'arrive pas à voter quelle constitution on va choisir, les désaccords subsistent. Un comité des 5 est alors désigné. Ce comité rédige à partir de toutes les déclarations des 30 bureaux sa propre mouture, en espérant qu'il puisse travailler sur ce canevas.
Les débats s'enlisent encore et finalement, dans l'urgence, le 18 août, eh bien, on va sélectionner la Déclaration des droits de l'homme d'un seul bureau. Je vous lis une citation d'un député duquesnois le 18 août qui exprime à quel point et pourquoi cela fut difficile pour les constituants de trouver un accord. Quel était le problème de fond? Je trouve qu'il l'a bien exprimé. Malheureusement, c'est un travail qui donne trop de prise aux idées vagues et métaphysiques. Il n'est pas un point, pas un mot qu'on ne puisse discuter ou constater, pas un sur lequel on ne puisse faire des volumes. Et cependant, les droits de l'homme sont bien clairs. Ils sont empreints dans tous les cœurs. Nous verrons plus loin dans la conférence ce que cela signifie. Pourquoi ils sont empreints dans tous les cœurs? D'où cela provient? Pourquoi ils pensent ainsi? Donc on retrouve tout le problème et la conséquence de ce qu'on peut appeler le rationalisme juridique et qui est à la base de la défaillance de la loi, du droit de la République française, tout simplement, et forcément du fait que nous ne soyons plus protégés en tant que citoyens. Donc face au désaccord, l'Assemblée sélectionne cette déclaration du 6e bureau et je vous lis un commentaire du professeur Stéphane Rials, professeur d'histoire du droit, sur la composition de ce 6e bureau qui nous éclaire sur les raisons pour lesquelles cette déclaration a été choisie plutôt qu'une autre. Si les ordres privilégiés avaient bénéficié de la majorité en son sein, leurs représentants peuvent, à l'examen, massivement passer pour des libéraux. Le bureau n'avait accueilli aucune personnalité intellectuelle de premier plan. La tonalité générale semble avoir été assez modérée, mais non conservatrice. Donc, le 20 août, donc, l'Assemblée entière commence la rédaction de la déclaration définitive à partir de ce canevas et article par article, tout est débattu jusqu'au 26 août 1789 où la déclaration que nous connaissons, exception faite des petites modifications de 1791, est votée et est approuvée. Alors nous allons voir maintenant quel est le fond philosophique de ce principe, et même le fond spirituel en quelque sorte, de régénération de la société. Donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas un simple texte. Outre sa dimension constitutionnelle, elle a une dimension sacrée pour l'histoire républicaine. Elle reste un symbole de l'avènement de la Révolution française, en ce qu'elle consigne de manière aussi intemporelle, nous le voyons aujourd'hui, qu'universelle, le renversement de l'ordre naturel. Donc je n'ai pas eu le temps malheureusement de revenir en détail sur l'histoire de la Révolution française et notamment son caractère surnaturel qu'il est essentiel de comprendre pour savoir où se situe justement cette perversion. Il faut quand même que je le rappelle en quelques mots. Le caractère anticlérical des Jacobins n'est pas dû au hasard et ce n'est pas simplement une imprégnation de la philosophie des Lumières. Dans une perspective catholique, ainsi que le rappelle le révérend père Hérol, que je cite, « L'histoire est le récit du passé. C'est le récit des faits seuls du passé qui ont eu quelque influence. C'est donc le récit des faits de Dieu, des faits où Dieu est intervenu. C'est donc le récit des rapports mutuels de l'homme et de Dieu. » De nombreux auteurs tels que Pidis, Monseigneur de Lassus, Jean de Viguerie, l'abbé Rioux ont clairement établi le caractère surnaturel, voire religieux, de la Révolution française. Des républicains tels que Michelet ou même plus récemment Claude Nicollet ou Vincent Payon le reconnaissent eux-mêmes. Donc, le diable, ne pouvant qu'imiter les œuvres de Dieu dans leur perfection, leur bonté et leur vérité, il se contente de les défigurer, de les contrefaire, de les distordre. Ainsi, il existait par exemple de véritables catéchismes du citoyen, le culte de la déesse raison ou de la déesse liberté, la fête de l'être suprême. La Déclaration des droits de l'homme ressemble aux tables de la loi d'une nouvelle ère, et d'ailleurs le calendrier a été remis à zéro. Des prières catholiques ont été parodiées, par exemple la Sainte Guillotine. L'homme nouveau correspond au nouvel Adam. Les philosophes des Lumières niaient le péché originel, puisque l'homme aurait été foncièrement bon, d'où le fait que les lois sont foncièrement bonnes. Et voilà, la loi pourrait, selon eux, émaner de l'homme ainsi. Donc, prétendre régénérer la société, c'est comparable au rôle, c'est ainsi que les constituants se voyaient, hein, ils parlaient de sauver la France, donc d'un sauveur christique qui rachèterait tous les péchés, ici supposés de la noblesse notamment. Et voilà. Alors je vous lis, pour étayer mes propos, le préambule de la Déclaration des droits de l'homme qui consacre ce caractère sacré. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. La dimension sacrée des droits de l'homme est donc clairement inscrite, vous le voyez.
si l'absence des droits de l'homme aurait causé donc tous les maux de la société, tous les malheurs du monde, le salut et la régénération de la société et du monde ne pourraient donc venir que par la consécration pour les révolutionnaires de ces droits de l'homme. Et ça, c'est nier l'action de Dieu et du Saint-Esprit. C'est nier le sacrifice de notre Sauveur sur la croix pour racheter nos péchés. Et c'est nier le fait que le roi était le lieutenant du Christ sur terre. En prétendant apporter la libération, les Jacobins voulaient s'affranchir de Dieu pour instaurer le règne de l'homme roi. Et l'homme roi a la volonté toute puissante au lieu de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc la déclaration des droits de l'homme est l'expression de cette soi-disant liberté. On pourrait même dire qu'il s'agit des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Dans son livre La Révolution française, Philippe Pichot-Bravard explique plus en détail ce que les révolutionnaires entendaient par régénérer la société. Je vous lis un petit passage. Les mots régénération et régénérer sont omniprésents dans le discours politique dès le printemps 1789. Cette entreprise de régénération exigeait au préalable de faire table rase du passé, des institutions et des lois existantes. En 1789, il était avant tout question de la régénération de la société. Il était peu question de la régénération de l'homme, parce qu'on croyait, comme l'avait montré Mona Oussouf, que celle-ci découlerait spontanément de la régénération de la société. François Furet confirme ces propos dans son ouvrage La Révolution française. Je vous lis un petit passage. La Révolution de 1789 a voulu refaire la société et le corps politique sur l'idée que l'essence de l'homme, commune par conséquent à tous les hommes, est la liberté. Elle a émancipé l'individu des contraintes séculaires et de la dépendance. Elle a détruit le pouvoir de droit divin et la domination aristocratique, repensé la société sur la base des droits de chaque contractant et le corps politique sur le consentement libre des commettants à travers la représentation. L'idée de révolution signifie donc l'arrachement à ce passé prétendument maudit, ce passé catholique, qualifié d'ancien régime, comme si c'était un vieux rebut poussiéreux qu'il fallait mettre à la cave, aux archives, qui n'est plus de notre temps. Et forcément, il va de pair pour fonder cette société qu'il faut établir une législation qui ne se base plus sur les droits divins, mais une législation qui se base sur une législation dite rationnelle, c'est-à-dire sur la raison de l'homme, sur l'esprit de l'homme, sur la volonté de l'homme, si vous préférez. Et ça opère un renversement naturel, un renversement de l'ordre naturel, puisque le pouvoir temporel, dans cet ordre naturel, il découle en principe du pouvoir spirituel, soit de Dieu. Le roi était sacré, afin de recevoir par ce sacrement les grâces nécessaires pour accomplir sa mission de lieutenant du Christ. Or, avec la Révolution française, on substitue le lieutenant du Christ à l'homme-dieu. Le pouvoir ne vient plus d'en haut, mais d'en bas. L'idéologie révolutionnaire mystifie le peuple qui serait soi-disant porteur d'une volonté générale. Le peuple serait pur, donc forcément apte à faire soi-disant la loi, et tiré de sa raison éclairée par ses représentants. Il serait libéré de la superstition, c'est-à-dire on appelait superstition le catholicisme tout simplement, et le législateur s'efforcera de traduire la volonté de ce peuple. C'est le mythe du peuple souverain. Je vais vous parler maintenant plus en détail de ce qu'est cet ordre naturel et pourquoi cet ordre naturel a été perverti pour mieux comprendre. Donc, il faut savoir tout d'abord que la notion de droit naturel classique est l'une des plus incomprises et des plus falsifiées quelque part de nos jours, parce que sous le terme de droit naturel, on entend tout et n'importe quoi. On entend à la fois le droit de Grotius, on entend ce que Hobbes, on entend ce que les révolutionnaires disaient, alors qu'en vérité, le droit naturel classique d'Aristote puis saint Thomas d'Aquin a une définition et une conception du monde qui lui est attachée, totalement différente même de notre perception aujourd'hui de la réalité, on pourrait dire. Alors, et c'est de ce faux droit naturel que se réclame la Déclaration des droits de l'homme. Je laisse la parole à Michel Villet, un petit extrait de la formation de la pensée juridique moderne, un excellent ouvrage justement spécialisé sur le sujet. Le monde n'apparaît pas, à la vision d'un Aristote ou d'un saint Thomas, comme un amas d'individus ou d'atomes hétérogènes, mais comme une collection bien faite et rationnellement ordonnée de genres et d'espèces, au point qu'à côté des substances premières, c'est-à-dire des individus, on peut reconnaître l'existence de substances secondes, c'est-à-dire ce que l'on nomme les universels. Par exemple, l'animal, l'homme, le végétal, le minéral. La nature comprend aussi ces universels. Chaque individu participe, au sens particulier de ce mot, c'est-à-dire qu'il appartient,
d'une nature commune, de l'ensemble, et celle du genre ou de l'espèce dont il relève, par exemple de la nature de l'homme ou de celle de citoyen. Et ça, ce sont des causes formelles. Le droit naturel classique, dans cette perspective, était déduit de l'observation de cet ordre naturel qui nous est supérieur et qui est indépendant à notre esprit d'homme, à notre existence d'homme même. Il existe donc un ordre supérieur qui est vrai, qui est bon, qui sert de modèle, de vérité. Et le droit naturel n'a pas vocation à fournir un bloc de règles abstraites, érigées a priori juste par la raison, détachées des faits et des circonstances. En fait, ce que l'on constate dans la législation moderne, ou le positivisme juridique, c'est pour ça qu'on a des lois absurdes, par exemple, qu'une petite fille de 11 ans qui a été violée par un majeur de 28 ans ou de 30 ans, eh bien, ce majeur a commis simplement une atteinte sexuelle parce que justement c'est complètement détaché des circonstances. La petite fille n'a pas réussi à prouver son non-consentement. Pour voir comment à partir de ce droit naturel on peut fonder justement une législation qui est le socle de la cité catholique, je complète avec une autre citation de Michel Villet. Dans chaque cité, à chaque moment, il existe des chefs naturels pour compléter le travail d'élaboration de la solution juridique, pour lui donner son couronnement par la production du droit positif. C'est aux autorités chargées dans chaque cité de la fonction législative de donner au droit forme et règles, forme de dikaion nomikon. Donc la mutation et la déformation jusqu'à sa complète disparition du droit naturel classique au fil des siècles correspond aussi à la transformation de l'esprit français et de la juridiction des lois, tout simplement, qui structurent la société républicaine. Et ça a notamment débuté avec le nominalisme. Ce nominalisme produit une toute autre conception de la société, de la réalité et du monde. Je vais résumer très, très grossièrement, parce que c'est beaucoup plus complexe, la pensée de Guillaume d'Occam sur ce point-là uniquement. Guillaume d'Occam postulait le fait que les seules données sensibles sont accessibles à notre connaissance, soit ce qui est en nous. Le réel, en revanche, nous illusionne parce qu'il est perçu à travers le filtre de notre perception. Pour mieux l'appréhender, nous appliquons des dénominations aux choses afin de les ranger approximativement dans des catégories en fonction de leur ressemblance commune. Mais ces catégories n'étant que le fruit de notre perception, elles demeurent inexactes. Pourquoi décrétons-nous par exemple qu'un empilement de briques rouges peintes en blanc a la même essence de mur qu'un empilement de briques rouges? Quelle est la nature commune de ces deux choses? Qui a voulu le monde tel qu'il est? Ce sont vraiment grossièrement résumées les questions que l'on se posait à cette époque, on va dire, où l'on recherchait la vérité et la réalité. On doutait même de la réalité des choses, en fait, des formes, etc. Si ces catégories sont fausses, si les noms sont arbitraires, si on a juste placé des noms qui sont uniquement fruits de notre perception et que le langage n'existe pas parce que dans la pensée de saint Thomas d'Aquin, le langage c'est un don de Dieu. Donc chaque mot a une essence en fait. Chaque mot se rapporte à l'essence de la chose, ce qui n'est pas le cas dans le nominalisme. C'est un mot arbitraire. Par exemple, ça pourrait être un chien, vous voyez, pour vraiment caricaturer. Donc il n'existe pas donc d'ordre supérieur à nous, puisque c'est notre perception qui façonne cette réalité. Il n'y a pas d'ordonnancement du monde indépendant de nous, mais simplement une interprétation de celui-ci qui provient de notre perception intérieure. Et je caricature bien entendu cette pensée parce qu'il faudrait parler de la manière de la conception de Dieu par Guillaume d'Occam, de la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi à l'idée d'un ordre cosmique, supérieur d'où découle le juste, le bon et le vrai, se substitue aujourd'hui l'idée, pour vraiment faire un raccourci bien entendu, il faut nuancer au fil des siècles, ces idées se sont mélangées avec d'autres, l'idée d'un droit déduit d'axiomes rationnels, coupé de la réalité, détaché de toute situation concrète, dans un droit qui est conçu a priori de manière abstraite, qui est pensé et qui se veut universel par la raison de l'homme, puisque tous les hommes ont une raison. Donc c'est un droit qui nie l'existence d'un ordre supérieur, donc de Dieu. Et voilà le principe de la révolution, un des principes philosophiques. L'homme se fait une certaine idée du monde qu'il projette et applique ensuite sur la réalité, après avoir parfois mené des expériences orientées pour obtenir le résultat qui correspond à son idée. Il se mure dans une idée du monde et on nomme ce courant de pensée ou cette philosophie idéalisme. De l'idéalisme naît le rationalisme qui exalte la raison seule. Marcel de Corte disait que la raison tournait sur elle-même, qu'elle s'enfermait en elle-même, dans son propre monde.
Ainsi est né le rationalisme juridique, qui est le résultat de cette progressive infusion d'idées. Évidemment, de ce rationalisme vient la structure de la société. L'individu ne fait plus partie d'un tout dans cette vision, il ne fait plus partie d'un ensemble. Nous sommes des tout parfaits et solitaires, comme disait Rousseau. Nous n'existons plus dans un ordre naturel. Nous ne sommes même plus forcément des hommes ou des femmes, il n'y a plus de genre. Chacun peut s'autodéterminer en fonction de sa perception. Et donc, pour revenir à la Révolution française et à la société, si l'individu c'est un être atomisé, indépendant, individuel, eh bien, comme le disait, pour résumer très rapidement, Locke, Hobbes ou Rousseau, à l'état de nature, cet individu vise uniquement à conserver ses propres droits, dits droits naturels, qui lui sont inhérents. Par confusion, vous voyez, le droit naturel à le droit naturel classique dont j'ai parlé avec cet ordre naturel supérieur. Ce droit naturel des Lumières, c'est le droit de faire ce que bon lui semble de sa liberté et de faire usage comme bon lui semble des choses qui lui appartiennent, de sa propriété. Et donc, la propriété ne peut être, ces droits en fait ne peuvent être uniquement bornés que par une loi rationnelle elle aussi. À l'état sauvage, les philosophes des Lumières postulaient le fait que les hommes s'entretuaient et parce que chacun voulait sauvegarder sa vie et sa propriété privée. Donc il faut établir, disent-ils, une société civile basée sur des lois rationnelles qui garantissent à la fois les droits naturels de chacun, notamment le droit de propriété, mais qui, en contrepartie, exigent que l'individu abandonne une partie de sa liberté pour bénéficier de la protection d'une société. Donc, le droit ne peut plus être recherché ici par l'observation de la nature. C'est l'homme qui possède déjà en lui la conception juste du droit, qu'il élabore à partir de sa raison. Donc c'est lui qui élabore la conception juste de la société à partir de sa philosophie, à partir de son idéologie. Il n'y a absolument plus rien de divin qui structure la société de la République française. Dans cette logique, donc, les droits de l'homme moderne existeraient aussi antérieurement à toute société, soit à l'état sauvage. Il faudrait simplement les extraire du cœur des hommes, comme disait Duquesnoy, et les codifier pour régénérer la société, pour guérir la société de tous les maux, de l'esclavage, de l'injustice en fait en soi, du fait que certains soient plus riches que d'autres, etc. Et forcément, c'est pour ça que l'aristocratie était visée. Et on arrive à créer ainsi une société mondialiste, puisque cette déclaration des droits de l'homme se veut universelle, parce que les Jacobins prétendaient apporter la vérité au monde, la libération de tous. Pour les philosophes des Lumières, la société politique n'est pas naturelle. Elle a été rationnellement fondée par la volonté des hommes sur un consentement tacite, appelé le pacte ou le contrat, parce que chacun vise à sa propre conservation. Et donc, au lieu de s'entretuer, les hommes tirent mutuellement bénéfice d'eux-mêmes, et c'est valable pour tous les hommes du monde entier. Il n'y a que les sauvages qui restent à l'état sauvage et qui s'entretuent. Tous les hommes adhéreraient à une même volonté, donc la volonté générale, qui n'est pas la somme de toutes les volontés individuelles, mais une supra-volonté, si vous voulez, et ils renonceraient ainsi à leur liberté naturelle. Celle-ci serait délimitée par une loi humaine et rationnelle. En outre, donc, comme cette loi serait forcément bonne, parce que les révolutionnaires postulent que le péché originel n'existe pas, forcément la loi qui sort de l'homme, qui émane de l'homme, elle est bonne, et elle se veut universelle. C'est comme la morale universelle de Kant, faire ce qui est bon, voilà, pour tous les hommes. Le marquis de Lafayette exprime ses idées à l'Assemblée le 11 juillet 1789. Je vous lis sa déclaration. Monsieur Lafayette présente deux objets d'utilité d'une déclaration des droits. Le premier est de rappeler les sentiments que la nature a gravés dans le cœur de chaque individu, d'en faciliter le développement, qui est d'autant plus intéressant que, pour qu'une nation aime la liberté, il suffit qu'elle la connaisse, et pour qu'elle soit libre, il suffit qu'elle le veuille. Le second objet d'utilité est d'exprimer ces vérités éternelles d'où doivent découler toutes les institutions, et devenir, dans les travaux des représentants de la nation, un guide fidèle qui les ramènera toujours à la source du droit naturel et social, ce droit naturel des Lumières. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences de ce caractère universel des droits de l'homme dans la société moderne, et forcément pour la France. Donc, hérité du stoïcisme, les Lumières reprennent l'idée que l'homme posséderait intérieurement une vérité à laquelle il accéderait par sa raison éclairée, parvenu à la majorité, comme disait Kant.
Donc c'est pour ça que la religion catholique est notamment attaquée. La liberté républicaine n'admet pas l'idée de la moindre entrave naturelle à la volonté de l'homme toute puissante, l'homme qui est son propre Dieu. Et donc l'homme doit régner sur toute l'humanité. D'après le professeur Rials, que je cite, même ceux qui bornent leurs affirmations de la connaissabilité de la loi naturelle à quelques droits peuvent considérer que si la déclaration se borne à les énoncer, elle a vocation à l'universalité. En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est pas un simple document juridique, elle se veut intemporelle et universelle. Voici ce que plusieurs membres de l'Assemblée constituante disaient à ce sujet. Le comte de Lally Tollendal, le 11 juillet, je cite, « Que la déclaration de nos droits soit la déclaration des droits de tous, que l'homme, le citoyen, le sujet, le monarque, y trouve chacun ce qui doit lui appartenir et que ce soit un pacte social, un contrat universel. » Mathieu de Montmorency, le 8 août. Les droits de l'homme en société sont éternels, inviolables comme la justice, éternels comme la raison, ils sont de tout temps et de tout pays. Duport, le 18 août. Une déclaration des droits pour tous les hommes, tous les temps, tous les pays. Pétion, le 23 août. Il ne s'agit pas de faire une déclaration des droits seulement pour la France, mais pour l'homme en général. Et lorsqu'on regarde les conventions internationales en vigueur aujourd'hui dans les différents États, les grandes chartes aussi, ou les déclarations des droits plus récentes, eh bien toutes s'inspirent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de la République française, parce que l'homme devient la finalité de l'humanité. Il va se créer ce qu'on appelle une véritable diplomatie des droits de l'homme qui prend des proportions planétaires. Je vous cite quelques exemples de conventions. La Charte des Nations Unies de 1945, article 1er, dispose notamment que son but consiste à, je cite, « réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel et humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » On a la Déclaration universelle adoptée le 10 décembre 1948, bien entendu, qui vise, je cite, « à la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. » Elle a été adoptée par 50 États et ses principes ont été réaffirmés par 172 nations lors de la Conférence internationale sur les droits de l'homme sous l'égide de l'ONU qui s'est tenue à Vienne en 1993. Et cette conférence affirme explicitement, je cite, le caractère universel des droits de l'homme et des libertés qui est, je cite, incontestable. Le préambule précise aussi que, je cite, tous les droits de l'homme découlent de la dignité et des valeurs inhérentes à la personne humaine parce que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains. En voilà la vocation universelle de l'idéologie de la République française, de la démocratie. L'institutionnalisation des droits de l'homme repose sur l'existence d'une grande famille humaine, planétaire. C'est précisément ce que tous les utopistes de la Renaissance concevaient aussi avec leurs utopies, leurs cités idéales, où tous les hommes vivraient dans la paix perpétuelle, surtout dans un contexte où il y avait de guerres de religion, et tous les hommes seraient formés par la même morale, morale qui serait empreinte d'un rigorisme scientifique, parce qu'ainsi on pourrait enseigner exactement la même morale à chaque homme et conditionner justement de façon scientifique, entre guillemets, philosophique, les esprits de chaque homme qui obéiraient aux mêmes principes. Et en même temps, la religion des droits de l'homme se singularise pour éliminer toutes les discriminations possibles entre les hommes, parce que ces discriminations révéleraient un caractère hétérogène à tous les hommes, par exemple différentes cultures, différentes patries et même différents genres. Donc des conventions se multiplient maintenant pour rentrer dans le détail et protéger des groupes de plus en plus précis qui seraient victimes de la discrimination, et ce, encore une fois, au nom de ces droits de l'homme. Sur le même modèle que la Déclaration des droits de l'homme de 1789, on élabore des conventions internationales dont je vous cite quelques-unes en exemple. La Convention du 18 décembre 1978 protégeant les femmes de toute forme de discrimination. La Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la Convention pour les droits des réfugiés du 29 juin 1951, ou pour les personnes âgées, les travailleurs migrants, la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 21 décembre 1965.
Et il faut préciser très rapidement que les Nations Unies possèdent 3 organes pour bien entendu veiller, contrôler et discuter avec les États, et voire sanctionner les États avec la Cour pénale des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, pardon, pour sanctionner les États qui ne respectent pas ces droits de l'homme. Et que la France, la République française, est elle-même soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est l'un des pays les plus condamnés, la France, justement pour atteinte à la liberté d'expression. Donc l'intervention d'organes à caractère transfrontalier, comme on dit, soit cette communauté internationale va faire une pression sur chaque nation, sur chaque État signataire de ces conventions des droits de l'homme. Donc l'État perd forcément sa souveraineté et est obligé de se plier à cette idéologie universelle. Donc on entre dans ce qu'on appelle une nouvelle forme de liberté qui est qualifiée de naturelle, mais qui en réalité n'est pas la liberté naturelle de l'homme catholique. On est dans une liberté individualiste et contre nature. Cette notion de liberté moderne et républicaine est une notion à caractère moral, voire à caractère religieux. Elle concerne tous les hommes, comme je l'ai déjà rappelé dans cette conférence, et cette idée découle notamment des principes humanistes et utopiques du XVIe au XVIIIe siècle. On recherche une paix perpétuelle. Les humanistes tels que Malherbe, l'abbé Saint-Pierre, postulaient le fait que dans la mesure où Dieu est infiniment bon et infiniment parfait au XVIIe siècle, il ne peut pas vouloir que nous ne soyons pas heureux, sinon Dieu serait méchant et injuste. Il est, pour le résumer très rapidement, à cette époque de révolution scientifique et mathématique, qui était pétrie de nominalisme notamment, les humanistes colportent une vision plus matérielle de Dieu et ils perdent la vision peu à peu surnaturelle du monde. La science devait tout expliquer. Par exemple, on disait que les mystères ou les miracles n'existaient pas en fait, que ce n'étaient pas des phénomènes surnaturels, mais que ce sont des phénomènes que l'on constate uniquement et qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'a pas encore, on est dans l'ignorance, découvert les causes mathématiques et scientifiques. Donc l'esprit de l'homme de ce temps-là se transforme. Cette digression était importante pour comprendre de quel esprit, de quelle philosophie sont pétris les constituants qui ont élaboré cette déclaration des droits de l'homme qui a autant d'importance aujourd'hui encore. Proclamant de ce qu'elle qualifie de vérité éternelle, inscrite dans le cœur de tous les hommes, en fait, cette déclaration érige une société contre Dieu. Dans la philosophie des Lumières, la Constitution apparaît comme le moyen de lutter contre l'arbitraire royal. C'est pour ça qu'on a élaboré des constitutions à partir de 1789, qu'il y a eu ce mouvement constitutionnaliste. Donc la Constitution est un pacte civil qui devient le fondement de la société régénérée, en ce qu'elle garantit ces fameux droits naturels dont j'ai parlé précédemment. Et Dieu n'est plus qu'une croyance, du coup, reléguée à la sphère privée, il n'intervient plus. L'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme dispose ceci. Voici la notion de la liberté qui est inscrite. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, et on entend par là la loi des hommes. C'est donc l'homme qui décide de sa propre liberté, c'est sa volonté qui est toute puissante. Cette notion de la liberté exclut complètement Dieu du monde et de la société. Voici en comparaison les paroles prononcées par Jésus. « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera libre. En vérité, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est un esclave. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Jean 8, 31, 36. C'est la connaissance de la vérité qui rend réellement l'homme libre, pas la déclaration des droits ou la philosophie. Seul Dieu mène à la vérité puisqu'il est la vérité, l'un à l'origine de toute chose, le seul être parfait. Seul garder la parole de Dieu, vivre exempt de tout péché, se sanctifier et accéder à la vie surnaturelle est le seul moyen d'être pleinement libre, puisqu'en recevant la grâce sanctifiante, l'homme acquiert un discernement qui lui permet de marcher à son tour dans la voie des commandements de Dieu, dans une vie qui est bonne et juste et qui le rend justement à sa véritable dignité. Donc, rejetant complètement la religion catholique, la Déclaration des droits de l'homme a soumis l'homme à tout ce qui le rendait esclave, tout ce qui l'a servi, ses passions, ses pulsions, ses désirs, la consommation, toutes sortes de fantaisies, de subjectivisme, etc., qui expliquent les perversions et les déviances aujourd'hui. Et la loi des hommes, évidemment, qui est imparfaite et injuste. Il en résulte que toutes les dérives que nous constatons aujourd'hui, eh bien, voilà, ont cette origine-là. Toute la société est bâtie sur ce modèle anticlérical qui mène donc délibérément les âmes à la perdition. Nous avons perdu la vérité et nous avons forcément perdu le goût de la vérité. Nous ne sommes plus élevés
à rechercher la vérité, à rechercher les commandements de Dieu et à comprendre même la volonté de Dieu. Privé de l'Esprit Saint et des grâces sanctifiantes, l'homme devient finalement esclave de lui-même et forcément esclave de Satan. Mais tomber dans la désespérance serait une grave erreur, ce serait même un péché. Dieu ne laisse rien au hasard. C'est par les épreuves qu'il nous permet de nous sanctifier. Et il en va de même pour les nations. Ainsi que le disait l'historien Léon Gauthier dans ses études historiques pour la défense de l'Église en 1864, et je lui laisse le dernier mot. L'homme peut s'unir à la vérité en l'aimant, en la conservant, en désirant l'augmenter dans son âme. L'homme peut s'unir à la rédemption en souffrant volontairement, soit pour lui, soit pour les autres. Les nations s'unissent absolument de la même manière que les individus à ces œuvres de Dieu, c'est-à-dire à la vérité, en l'aimant, en la conservant, en augmentant son royaume, et à la rédemption, en souffrant pour elle ou pour les autres. La guerre et les autres fléaux sont en particulier pour les nations la matière de l'expiation et la source de la béatitude. Je vous remercie.